Bien. Alors, on va commencer en attendant notre modérateur qui va être en retard d'une dizaine de minutes parce qu'il est en train de faire une émission télévision en direct, Marc Semo. Donc, du coup, je me substitue à Marc pour faire une brève introduction et laisser la parole à Tatiana. Alors aujourd'hui, donc ici, le sujet sur lequel nous allons essayer de vous donner des bribes d'informations et de témoignages porte sur l'exil, mais surtout c'est une description, une analyse des modalités pour agir dans l'exil. Autrement dit, il s'agit des personnes qui ont quitté leur pays, soit qui ont été obligés de fuir leur pays persécuté, soit qui ont quitté leur pays pour des choix personnels de crainte, de vie sociale, de persécution, de pogrom ou de crainte d'avenir. Ces exilés ne sont pas tous. Il ne faut pas les confondre avec des migrants économiques qui continuent, peut-être on peut les considérer aussi des exilés économiques, mais là, ce dont on va parler beaucoup plus, ce sont des gens qui ont quitté leur pays pour des raisons, disons, sociopolitiques et non pas exclusivement économiques. Pas pour des raisons de crise économique, mais pour des raisons sociopolitiques. Et ce qu'on va essayer de vous présenter avec les expériences de la Russie, de Poutine, de la Turquie d'Erdogan et de cette large diaspora kurde qui s'est formée par des exilés de la Turquie, de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie, puisque les Kurdes sont répartis sur ces 4 pays du Moyen-Orient, c'est comment en exil ils peuvent continuer, comment ils continuent à agir pour aider en fait ceux qui sont restés dans le pays, en Russie, en Turquie, en Irak ou en Iran. Comment ils peuvent continuer à lutter pour le changement tout en étant à l'étranger, ce qui n'est pas très facile, ce qui n'est pas spontané, évidemment, avec peut-être des moyens d'action théoriques plus larges, mais des moyens d'action pratiques beaucoup plus difficiles. Et puis, leur incorporation dans la société civile d'accueil, comment ils arrivent à intégrer la société civile. Dans le cas, ce sera beaucoup plus l'Allemagne et la France. Ce sont des questions qui se posent énormément aujourd'hui. Des centaines de milliers de Russes qui ont quitté brutalement la Russie après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il me semble que le nombre d'exilés depuis 2 ans est comparable au nombre d'exilés de 1920. À peu près, vous viendrez là-dessus. Donc, du coup, ça montre le choc sociodémographique de cet exil. Et la Turquie a connu aussi un exil similaire, mais peut-être un peu plus étalé dans le temps et un peu diversifié depuis le coup d'État, la tentative de coup d'État de juillet 2016. La répression en Turquie il y en avait, mais a augmenté. Et nous essayerons, je vais essayer avec Hamid qui va présenter le diaspora kurde, nous essaierons de vous présenter les exilés turcs et kurdes en Europe, leur profil, leurs modalités d'action, leurs possibilités et les limites, évidemment. Alors, on va commencer d'abord par Tatiana Kastrueva-Jean, qui est une chercheuse à l'Institut français de relations internationales dans le centre Russie-Asie, qui a fait plusieurs publications. Elle est très sollicitée depuis surtout la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine et cet immense exil
qui est éparpillée dans l'Asie, dans les Caucases et en Europe et aux États-Unis, évidemment, dans l'Amérique du Nord. Voilà, donc elle va nous présenter cet exil, le profil de cet exil, la comparaison par rapport au flux précédent, et après, peut-être Marc sera venu d'ici là et il prendra le rôle de modérateur. Merci beaucoup, Monsieur Ansel, pour cette présentation. Je vais essayer de consacrer une dizaine de minutes pour vraiment dresser à grands traits ce qui est en train de se passer avec les exilés russes. Mais d'abord, je vais prendre quand même 2 minutes pour aller un petit peu à contre-temps. On parle des exilés aujourd'hui, mais je voudrais aussi souligner que même si on a l'impression qu'aujourd'hui, il ne se passe rien à l'intérieur de la Russie, que les Russes sont passifs, qu'ils acceptent la situation, la vérité n'est pas tout à fait la même. Oui, il y a des gens qui acceptent la situation, il y a des gens qui soutiennent même, qui veulent aller plus fort et plus loin en Ukraine, et ça, on peut reparler aussi des raisons qui les poussent à soutenir. Mais vous avez aussi une Russie qui existe, même si les têtes d'affiche les plus connues sont partis ou sont en prison, comme Alexei Navalny, il y a Yashin, Alexei Gorinov ou Vladimir Karamurza, il y a quand même des réseaux des Russes qui continuent à porter en eux la résistance à la guerre. Ils ne sont pas visibles parce qu'ils font tout pour ne pas être visibles. Aujourd'hui, le régime de Poutine est très répressif. On répertorie 20 000 cas de détention des personnes qui ont protesté contre la guerre d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, protester contre la guerre en Russie, c'est simplement aller sur la place publique avec une pancarte blanche ou sur une pancarte où vous avez 5 petites étoiles, 3 petites étoiles et 5 petites étoiles, ce qui en russe signifie non à la guerre. Donc la situation est vraiment très difficile et on voit avec le temps comment c'est difficile de résister. Mais les Russes continuent à mener des activités qui consistent par exemple à soutenir ceux qui cherchent à échapper à la mobilisation ou ceux qui s'occupent des réfugiés ukrainiens, parce qu'il y en a aussi en Russie même, ou ceux qui produisent des œuvres culturelles qui sont encore possibles de faire passer avec des messages anti-guerre, parfois voilés. Ou je pense, demain je vais modérer un panel avec la mère d'Alexandra Skolchenko, et Alexandra, par exemple, a changé les étiquettes dans le supermarché pour mettre à la place des étiquettes avec les prix, les messages anti-guerre. Eh bien, elle est condamnée à une peine de prison lourde pour cet acte-là. Donc n'oublions pas tous ceux qui luttent aussi à l'intérieur de la Russie. Maintenant, en ce qui concerne les exilés, tout d'abord, les chiffres sont très très difficiles d'établir. On compare en effet la brutalité, la spontanéité des départs et la masse avec l'exode du début du XXe siècle, après la grande révolution d'octobre. C'est très difficile de chiffrer parce que les gens sont parfois partis en 24 heures et n'ont pas déclaré leur départ, n'ont pas été comptabilisés à la frontière. Parfois, ils sont partis vers les pays qui ne demandaient pas de visa, comme la Géorgie, l'Arménie ou le Kazakhstan, pour ensuite continuer le périple vers les pays européens. Certains n'ont pas tenu longtemps en étant exilés. Ils sont revenus dans le pays parce que financièrement, humainement, du point de vue des familles, c'est aussi extrêmement difficile. Certains continuent à travailler à distance. Donc les chiffres qui circulent, du coup, l'amplitude est vraiment très très grande. Cela varie entre 300 000 personnes, c'est le chiffre minimum, et 1 500 000 personnes qui seraient parties. Il y a certaines têtes d'affiche sont parties il y a déjà longtemps, avant le début de la guerre. Mikhail Khodorkovsky, Garib Kasparov, les équipes d'Alexei Navalny, les anciens députés, le père et le fils Gudkov, ils sont installés à l'étranger depuis longtemps parce que la législation russe prévoit le label agent de l'étranger qui rend l'activité des journalistes, des activistes, des défenseurs des droits de l'homme aujourd'hui quasi infaisable. Et donc, ils ont été rejoints par un certain nombre de personnes après la déclaration, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, et une vague socialement un peu différente. Ce ne sont pas que des journalistes ou des activistes, etc., mais simplement des jeunes gens qui cherchent à échapper à la guerre en Ukraine. Et c'était donc après la déclaration de la mobilisation partielle fin
septembre. Les situations sont très différentes aujourd'hui pour ces gens-là. Déjà, c'est un patchwork des exilés dont la plupart ne sont pas forcément engagés dans une activité politique ou socialement actifs, etc. Il y en a qui ont compris qu'il n'y a plus d'avenir pour la Russie, pour leurs enfants en Russie, et qui ont eu une facilité pour partir. C'est le cas de beaucoup de gens qui travaillaient pour les entreprises étrangères, par exemple, qui ont tout fait pour aider au départ des équipes. Vous avez aussi les travailleurs du secteur IT, les informaticiens qui peuvent travailler dans n'importe quel pays du monde, qui ont choisi de partir à la fois par protestation et parce que leur métier leur permet de travailler de différents autres pays. Mais il y a un noyau dur, en effet, ce sont les opposants qui portent aujourd'hui le message anti-Poutine, anti-dictature et anti-guerre. La vie pour eux est loin d'être facile. Il y a des départs qui sont tout récents, donc les situations ne sont pas encore toutes stabilisées. Des problèmes de carte de séjour, des problèmes de compte bancaire. N'oublions pas que la Russie est sous sanctions. Et ces sanctions-là ont aussi frappé les personnes qui sont à l'étranger. La circulation de l'argent entre la Russie et le reste du monde est extrêmement difficile. Ce qui fait que c'est très très difficile de financer aujourd'hui des projets en Russie, de soutien de droits de l'homme, de la lutte contre les tortures entre les prisons, pour citer les quelques projets que je connaisse. Mais à chaque, comme je dis, à chaque malin, un malin et demi, il y a aussi des réseaux de contournement des sanctions qui s'organisent en empruntant notamment aux diasporas kurdes et turcs avec le système d'Awala, donc le système de transfert d'argent, mais l'argent physiquement ne traverse pas la frontière ou avec la crypto-monnaie, etc. Certaines situations se stabilisent. Il y a eu une décision très importante le 20 juillet en France, par exemple, par la Cour nationale du droit d'asile, qui a décidé que tous ceux qui avaient reçu une convocation militaire pour être appelés au front ukrainien, qui refusent de combattre, ont aujourd'hui le droit de demander l'asile politique en France. À part ces difficultés très immédiates qui sont en partie en train de se résorber, en partie sont encore très valables, le grand sujet pour les gens, pour le noyau dur, pour l'opposition, c'est comment faire pour rester légitime et porter la parole de ceux qui sont restés à l'intérieur. Car il y a des tensions, il y a des crispations. Ceux qui sont restés disent, mais eux qui sont dans les cafés parisiens, et ça c'est le dernier message d'Alexei Navalny depuis la prison, c'est bien d'élaborer les stratégies depuis les cafés parisiens, mais nous, ici, on souffre, et c'est pas ça ce qu'on vit. Donc porter le bon message avec les bons mots, trouver les messages pour convertir ceux qui ne sont pas acquis d'emblée à cette cause de la lutte antidémocratique par le régime poutinien, c'est aussi un grand défi. Aujourd'hui, ce que fait cette diaspora, avant tout, c'est le travail d'information, le travail d'éclairage, je dirais, pour ceux qui restent. Ça passe beaucoup sur les chaînes YouTube, sur les chaînes Telegram, qui, pour certains, ont des millions d'abonnés. Et c'est beaucoup, par exemple, les anciens journalistes de la radio Écho de Moscou qui font beaucoup d'interviews, beaucoup d'informations sur ce qui se passe, etc., qui montrent que ceux qui sont restés dans le pays ne sont pas seuls, qu'il y a plusieurs autres personnes, qu'ils ne sont pas chacun oubliés dans leur coin. Ils font aussi des appels à dons pour tel ou tel thème, pour aider ceux qui cherchent à quitter le pays, à fuir la mobilisation, etc. Ces réseaux des exilés à l'étranger aident aussi à quitter le pays à ceux qui sont en danger, qui risquent des poursuites judiciaires, qui risquent la peine de prison, etc. Ils sont aussi beaucoup dans la création culturelle. Il y a beaucoup d'artistes qui sont partis, des expositions, des films, des spectacles. La semaine dernière à Paris, il y a eu lieu un grand festival du film documentaire présidé par Vitaly Mansky et qui a réuni beaucoup de Russes qui sont contre la guerre. C'est aussi les gens qui essayent de se rapprocher, de travailler avec les diasporas biélorusses qui se sont retrouvés à l'étranger depuis août 2020, mais aussi avec les Ukrainiens. Et là, c'est la partie la plus difficile. Pour vous donner un exemple, une connaissance activiste, depuis le début,
allé dans les manifestations ukrainiennes anti-guerre. Et au début, on l'a pointé du doigt en disant « Qu'est-ce que tu fais là? Tu es russe, tu n'as rien à faire là. » Et ben, au bout de plusieurs fois, elle a été acceptée parmi les Ukrainiens. Donc il y a ce travail de rapprochement qui est mené, qui n'est pas évident, parce que les Ukrainiens, et c'est tout à fait compréhensible, ont une énorme rancune vis-à-vis de l'ensemble des Russes, et envoient des messages extrêmement négatifs en disant « Vous n'avez pas réussi à dégager Poutine au bon moment, vous l'avez soutenu, vous avez profité du niveau de vie sans voir le type de régime qui s'installait à votre pays. » Et donc ça, on a un travail qui est quand même extrêmement long pour des générations, pour renouer avec les Ukrainiens, mais les Russes en exil essaient au moins d'exister à leurs yeux, de montrer qu'il y a une autre Russie, une Russie qui est pour la paix et pour la démocratie. En effet, c'est un exil qui est très éparpillé sur plusieurs pays de Caucase, d'Asie centrale, de la Turquie et de l'Europe. Là, nous allons parler beaucoup plus des exils depuis la Turquie, l'Iran, qui est plus concentré dans l'Europe particulièrement. Donc, Hamid Bozarslan, qui est professeur, directeur d'études, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales, historien, auteur de plusieurs ouvrages très remarqués, d'anciens collègues en même temps et amis, va nous présenter un peu ce qu'on appelle la diaspora kurde, c'est-à-dire ces personnes qui ont quitté leur pays d'origine, de la Turquie, de la Syrie, de l'Irak et de l'Iran, et qui sont installés particulièrement en Europe et sont devenus maintenant une société dans la durée dans les pays européens. Merci, cher Ahmed, donc, de cette présentation. Effectivement, je me propose non pas de changer de sujet ou de perspective, mais de prendre en considération aussi la dimension historique et essayer de voir comment, du phénomène de l'exil, on passe à quelque chose d'autre, qui est la formation d'une diaspora. Je reviendrai un peu sur ce terme de diaspora, mais pour le moment, je dirais qu'une diaspora se constitue dans le temps long, mais dans ce temps long, il y a aussi des lieux, des moments de rupture, de récomposition, de réconfiguration, où les gens issus d'un pays par rapport à leur pays d'origine se mobilisent selon une densité plus ou moins variable. Et puis il y a d'autres moments, on est dans la routine, on est dans le temps long, et voilà Marc qui arrive. Concernant les Kurdes, effectivement, on peut dire qu'il y avait des exilés kurdes déjà dans les années 30 ou 40 en Europe. Dans les années 50, il y a une communauté politique kurde qui se constitue en Europe même. Il y a des étudiants, il y a des intellectuels. Et on voit aussi que dans les années 1960, parmi les émigrés qui viennent de la Turquie, il y a en réalité beaucoup de militants kurdes. Les maisons d'édition se créent, des intellectuels kurdes se forment, des idées contestataires voient le jour parmi les Kurdes. Et en 1971, il y a un coup d'État en Turquie. Après ce coup d'État, il y a effectivement de nouveau beaucoup de Kurdes qui partent de leur pays. Mais on n'est pas encore en face d'un phénomène massif. Le phénomène va devenir massif surtout au tournant des années 1980, et on peut même dire plus particulièrement de 1979. Je vois dans la salle beaucoup de jeunes. Alors, pour ces jeunes-là, je dirais que notre monde a été en quelque sorte refondé en 1979. 1979, c'est la fin du maoïsme en Chine. 1979, c'est le début de l'écologie en Europe. 1979, c'est l'élection de Margaret Thatcher, qui est la première victoire électorale de néolibéralisme dans le monde. Mais 1979, c'est aussi l'année où il se passe énormément de choses au Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient d'aujourd'hui, en quelque sorte, est issu des événements de 1979. Parmi ces événements-là, il y a la révolution iranienne, qui commence comme une révolution de gauche, mais qui va devenir finalement une révolution islamique.
Il y a la guerre civile libanaise qui s'intensifie, qui va durer 15 ans. Il y a un coup d'État en Turquie en 1980. Et il y a aussi l'occupation de l'Afghanistan par l'armée soviétique, par l'armée rouge. Et ces événements-là vont avoir un impact sur le Moyen-Orient d'une manière générale, mais sur la communauté kurde en particulier. La guerre d'Afghanistan va concerner les Kurdes, mais c'est une autre chose, je ne vais pas insister sur cela. La révolution iranienne va d'emblée cibler les Kurdes. Le premier djihad, la première guerre sainte de Khomeini va être contre les Kurdes qui refusent à la fois le régime islamique et la domination persane. La guerre Iran-Irak va être la conséquence de la révolution iranienne. Cette guerre va se dérouler en partie dans le territoire kurde. Elle va durer 8 ans et elle va se solder par une opération chimique, aux bombes chimiques contre les Kurdes, qui va faire plus de 100 000 morts. La guerre civile libanaise va affecter les Kurdes parce que l'organisation PKK, dont on parle beaucoup, va se refonder au Liban. Mais au Liban, il y a aussi une communauté kurde de quelques 150 000 personnes, et même il y aura beaucoup de réfugiés qui viendront de Liban. Et surtout, en Turquie, il y a un coup d'État, comme j'ai dit, en 1980. L'usage oral de la langue kurde est interdite. Il y a une répression assez massive, dont la prison de Diyarbakır, donc Diyarbakır va devenir le lieu emblématique. Et tous ces événements-là vont faire que des centaines de milliers de Kurdes vont quitter la Turquie, l'Irak, en partie la Syrie, l'Iran, voire le Liban, le minuscule Liban, avec la minuscule communauté kurde, pour constituer ce qu'on appellera par la suite la diaspora kurde en Europe. Et d'emblée, ces militants, ces gens qui vont venir, des centaines de milliers de personnes, c'est quand même assez massif. Parmi ces centaines de milliers de personnes, il y a énormément de jeunes. Ces jeunes-là ne parlent pas de langue étrangère. Mais en même temps, ont une formation. Beaucoup d'entre eux veulent devenir des intellectuels. Beaucoup d'entre eux sont politiquement engagés, mais leur engagement n'est pas uniquement un engagement pro-kurde. Beaucoup d'entre eux sont aussi de gauche, parce qu'à l'époque, le mouvement kurde est massivement ancré, est massivement de gauche. Et ces gens-là vont en quelque sorte transformer l'Europe en capitale politique et culturelle kurde. En capitale culturelle kurde, parce que juste pour vous donner un exemple, les Kurdes de Turquie avaient des nouvelles en kurde, de la poésie, il n'y avait pas de roman kurde en Turquie. Eh bien, le roman kurde de Turquie va naître dans la diaspora. Il n'y avait pas de cinéma kurde, et pour cause, aucun État ne finançait un cinéma qui serait considéré comme dissident, voire séparatiste et terroriste, entre guillemets. Le cinéma kurde va naître ici, en Europe. Les intellectuels kurdes de Turquie, d'Irak, d'Iran, de Syrie, qui ne pouvaient pas se rencontrer sur le terrain, vont se rencontrer ici, dans la diaspora. Et on va voir ainsi se mettre en place des organisations culturelles comme l'Institut kurde de Paris, formé en 1983, avec la bénédiction de François Mitterrand, qui était à l'époque le président français. Il va y avoir une maison kurde à Londres, il va y avoir une fédération kurde à Stockholm. Mais de l'autre côté, la diaspora va devenir aussi la capitale politique kurde, car les organisations kurdes qui veulent, d'une manière ou d'une autre, échapper au contrôle des États ou veulent avoir un encadrement d'une partie de la société kurde vont s'implanter durablement dans la diaspora. Par exemple, le PKK va devenir l'organisation principale graduellement des Kurdes de Turquie ici. Et le rôle de cette diaspora sera en même temps de briser le silence. 1988, c'est la guerre chimique de Saddam Hussein en Irak contre les Kurdes. Les années 80, c'est la destruction massive des villages au Kurdistan de Turquie. 1989, c'est l'assassinat de Abdurrahman Kasımlı, qui est le leader kurde d'Iran. Et tout ceci, ça se fait dans le silence absolu. Et la diaspora va avoir pour fonction de briser ce silence. Et en 1989, il va y avoir une conférence internationale qui va être organisée à Paris par l'Institut kurde et avec le soutien
directe ou indirecte du gouvernement français, où la question kurde va être posée comme une question internationale pour la première fois depuis 1920. Et cette conférence va préparer en quelque sorte, va sensibiliser les opinions publiques en Europe et en Amérique sur la cause des Kurdes. Après, il va y avoir une nouvelle conférence, cette fois-ci à Washington, et surtout une conférence à Moscou avec la bénédiction, cette fois-ci, de Gorbatchev, qui est le dernier leader soviétique. Et cette diaspora va s'amplifier. Mais elle va s'amplifier en se mobilisant autour des enjeux qui sont liés au Kurdistan. Prenez tout simplement le cas de Rojava, donc le Kurdistan syrien, quand l'État islamique avait attaqué la ville de Kobané avec la clémence et la tolérance d'Erdogan, là, la diaspora s'est mobilisée. Ou prenez le cas de Afrin, qui a été occupé par la Turquie, toujours dans le Rojava, là, il y a eu une mobilisation. Récemment, une fille kurde a été tuée, une jeune femme kurde a été tuée en Iran par la police des mœurs. Son assassinat a déclenché effectivement des réactions extrêmement massives. Et là, on a vu effectivement que la diaspora a réagi. Et bientôt, il va y avoir un jardin à Paris au nom de cette jeune fille. Donc, cette mobilisation est assez massive, hein, mais en même temps, on voit aussi que la diaspora s'est diversifiée. On utilise le terme de diaspora, à vrai dire, depuis les années 80, mais en réalité, la diaspora s'est formée non pas dans les années 80, mais dans les années 2000-2010. Parce que pour qu'il y ait une diaspora, il faudrait qu'il y ait une différenciation interne, en termes d'abord de génération. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une première génération, une deuxième génération, une troisième génération, une hétérogénéité interne qui multiplie les repères dans le temps et dans l'espace et qui ouvre en quelque sorte le jeu des imaginaires. Il faudrait qu'il y ait une différenciation en termes de classe, parce que tous les Kurdes qui sont venus dans les années 80 étaient inévitablement pauvres. Or, on voit qu'effectivement, au bout de 30 ans, il y a des restaurants kurdes, des entreprises kurdes, certaines deviennent millionnaires, certaines se différencient, certaines deviennent ingénieurs, et socioprofessionnellement, on ne peut plus du tout parler en termes de classe, on ne peut plus dire que les Kurdes sont tous issus d'une immigration de pauvres. Et en termes de genre, ça veut dire qu'effectivement, il faudrait que la diaspora soit féminisée, mais cette féminisation amène aussi une conscience de la féminité, une conscience de lutte féminine. Et je crois qu'effectivement, tout ceci, ça s'est créé au fur et à mesure, à la faveur du temps. Et aujourd'hui, on compte énormément de Kurdes qui sont tout à fait attachés à la cause kurde, mais en même temps qui considèrent les pays d'accueil comme leur patrie et s'impliquent dans la vie politique de leur pays d'accueil, qui n'est plus le pays d'accueil, qui est la patrie. Il y a un an, le Parlement suédois comptait 7 députés kurdes. Les Kurdes ne représentent que 100 000 sur 10 millions d'habitants en Suède. Le Parlement suédois compte 350 membres. 7 étaient kurdes. Et ces 7 Kurdes n'étaient pas tous de gauche. La génération des années 80 étaient tous de gauche. Et bien maintenant, parmi ces Kurdes-là, il y en a qui sont de droite, il y en a qui sont centristes. Le gouvernement de Boris Johnson, que je ne porte absolument pas dans mon cœur, je suppose que vous non plus, comptait un ministre kurde. Le gouvernement de Mark Rutte aux Pays-Bas comptait une ministre kurde, et ce ministre kurde, après la démission de Rutte, lui succède comme sans doute peut-être pas la première ministre, mais la chef de l'opposition aux Pays-Bas. En Allemagne, vous avez une ministre kurde au Parlement européen. Et donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est cette pluralisation qui commence par des tragédies, par des traumatismes de passé, qui explique la formation de cette diaspora. Et je vais m'arrêter là. Et cette diaspora-là, effectivement, trouve des repères multiples, et plus aucun acteur n'est capable de encadrer cette diaspora, tant elle est plurielle, mais en même temps, cette diaspora reste doublement attachée par rapport aux enjeux des pays de la région d'origine, mais aussi par rapport aux enjeux qu'on voit en Europe. Merci beaucoup.
Merci Amit. Bonjour à tous. Je suis désolé de mon retard, mais je faisais l'interview pour TV5 dont on est partenaire avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Et les Nations Unies sont en retard, comme souvent. Donc j'ai pris un peu de retard. Voilà. Donc je suis désolé. Donc maintenant, je vais donner la parole à Ahmet İnsel qui a introduit la table ronde. Alors justement, sous l'angle turc, c'est-à-dire à bien des égards, c'est un peu une situation entre les deux. Parce qu'il n'y a pas cette idée, on va vraiment se faire sa place seulement dans son pays d'adoption, parce que quelque part, le Kurdistan reste un rêve, donc comme les Kurdes, mais ce n'est pas non plus vraiment comme les Russes, qui profondément restent malgré tout liés et regardent toujours vers leur pays d'origine. D'ailleurs, ce qui est fascinant pour les Russes, au niveau des diasporas, c'est qu'on le voit que encore la génération des arrière-petits-enfants des Russes blancs continuent à apprendre le russe, vont dans les scouts russes, les Vitiaz, où ils donnent le salut aux couleurs qui étaient celles de toujours, etc. Donc la diaspora turque, c'est un peu entre les deux, avec aussi cette dimension très compliquée. C'est qu'un Kurde, dans la logique de l'État turc, ça reste un ennemi. Donc voilà, il est ce qu'il est, on ne peut pas lui reprocher d'être ce qu'il est. Un Turc d'opposition, quelque part, c'est quand même un peu un traître. Donc c'est plus compliqué. On le voit par exemple maintenant avec la condamnation, je crois que c'était hier ou avant-hier, d'Osman Kavala, qui était cet entrepreneur, cet intellectuel qui est victime de la vindicte d'Erdogan pour son présumé rôle dans les manifestations du parc de Gezi à Istanbul en 2013, que la Cour de cassation a validé sa condamnation à perpétuité. Donc il y a cette dimension-là, et donc Ahmet va nous en parler, avec cette diaspora turque en Occident, qui est en plus encore plus clivée, d'une certaine façon, que l'est la société turque. Oui, merci Marc. Les exils de la Turquie vers l'Europe, parce que c'est essentiellement vers l'Europe le flux d'exil de la Turquie a commencé non pas en termes de migration économique qui a commencé dans les années 60, mais je parle de l'exil, c'est-à-dire, comme je vous ai dit en introduction, des gens qui quittent leur pays parce qu'ils sont persécutés, ou parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont plus en sécurité, ou parce qu'ils considèrent que leurs enfants n'ont plus d'avenir dans le pays, grosso modo. C'est ce type d'exil, ou qui ne veulent pas vivre dans ce pays avec une telle majorité de population. C'est le cas, par exemple, des Alévis, la branche hétérodoxe de l'islam que je viendrai. Moi, j'ai connu, depuis ma naissance, 3 coups d'État militaires en Turquie, et depuis ces coups d'État militaires, notamment à partir du second, le premier, il n'y a pas eu d'exil significatif, mais à partir de 1971, il y a eu des exils, d'abord politiques. En 1980, un énorme exil des gens qui ont été persécutés politiquement, des Kurdes, des Turcs, des militants de gauche particulièrement, qui ont pu quitter la Turquie légalement ou illégalement, parce que la sortie pour les persécutés n'est pas toujours facile, et légalement la sortie est souvent interdite, donc du coup par des moyens illégaux, et arriver en Europe, demander l'asile politique la plupart du temps. Tous ces exilés de l'époque, c'était des exilés qui avaient une perspective de retour rapide vers la Turquie, parce qu'on considérait que les choses allaient se rétablir rapidement vers une normale qui était avant celle la normale d'avant le coup d'État. Démocratie partielle éventuellement, mais il y avait toujours cette perspective de retour, ce qui fait que les exilés, je ne parle pas de travailleurs émigrés, mais des exilés des années 70, les exilés des années 80, dès que les conditions politiques ou juridiques sont devenues permissives, sont massivement rentrés en Turquie. En revanche, il y a un flux d'exilés qui n'étaient pas directement des personnes persécutées juridiquement, mais persécutées socialement, les Alévis, c'est-à-dire
cette branche hétérodoxe de l'islam, une mélange syncrétique libéral de l'islam, inspiré du chiisme, mais qui n'a rien à voir avec le chiisme iranien. Les Alevis, qui ont connu des pogroms de la majorité sunnite dans les années 70, dans les villes anatoliennes, même en 92 à Sivas, se sont exilés cette fois-ci dans la peur de voir encore une fois vivre une pogrom dans la ville qu'ils ont quittée, à Sivas, à Malatya, de plusieurs villes anatoliennes, et ils ont constitué donc une diaspora, je dirais, de persécutés politiques, pas tellement, mais persécutés sociales et avec des pogroms en Turquie. Ces Alevis constituent une diaspora qui s'installe dans l'Europe et qui demande une reconnaissance en Allemagne de leur statut, certains en tout cas, de leur statut comme religion à part de l'islam, même jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire de reconnaître les Alevis comme on reconnaît la différence entre les orthodoxes, les protestants et les catholiques dans le monde chrétien, hein, ce qui n'est absolument pas reconnu ni en Syrie, ni en Turquie, comme religion à part, ce qui est un schisme, évidemment, qui est très réactif du côté, qui crée des réactions du côté des sunnites. Alors, et puis, récemment, et là on va beaucoup plus s'intéresser à ce mouvement récent, depuis à peu près une dizaine d'années, mais qui s'est accéléré massivement à partir de 2016, il y a eu une tentative de coup d'État contre Erdogan qui a échoué, heureusement d'ailleurs, mais parce que sinon on allait tomber dans une guerre civile, mais ça a déclenché une répression, une justification de répression par le pouvoir d'Erdogan qui est devenu de plus en plus autocratique, et il y a eu donc des flux de personnes qui ont quitté la Turquie parce que persécutées, et qui ont quitté la Turquie par des moyens exactement comme les migrants syriens, illégalement, par des moyens illégaux, par les îles grecques, par les frontières terrestres de la Grèce ou de la Bulgarie, au risque de leur vie. Au risque de leur vie. Et puis, deuxième flux, c'est peut-être le flux le plus important, ce sont des gens qui ont quitté leur emploi, qui sont des gens qui ont des emplois professionnels relativement établis, des médecins, des ingénieurs, des programmateurs, des personnels de santé, etc., qui ont commencé à quitter la Turquie parce qu'ils considéraient que le pouvoir autocratique islamo-nationaliste de Tayyip Erdogan ou du Parti de justice et développement devenait invivable pour eux, pour des raisons, du coup, je dirais, de socio-culturelles. Ce n'est pas des raisons économiques, ce n'est pas directement des raisons politiques, parce qu'il y a quand même une opposition, comme disait Marc Semo, qui, comme vous avez vu aux élections de mai dernier, a quand même obtenu plus de 45% des voix et au deuxième tour 48% des voix face à Tayyip Erdogan. Donc la moitié de la Turquie s'oppose, organisée politiquement, syndicalement, s'oppose au pouvoir autocratique. C'est dans ce sens-là qu'il y a une différence considérable avec la Russie. Il y a une vraie résistance démocratique, mais qui échoue régulièrement, et que l'autocratie électorale ou l'autocratie élective s'installe et mène une guerre culturelle qui consiste à, de plus en plus, d'une manière sournoise, indirecte et étalée dans le temps, à faire en sorte que les valeurs de l'islam sunnite dominent dans l'espace public et qui dominent de plus en plus dans l'enseignement, puisque l'objectif de Tayyip Erdogan, l'objectif affiché de Tayyip Erdogan depuis 2012, c'est de former une jeunesse pieuse et docile. Et le terme jeunesse pieuse est bien formé par lui-même, hein, comme objectif.
Et donc, du coup, par rapport à ça, la Turquie laïque, pas simplement de gauche, hein, c'est la Turquie laïque qui peut être aussi de droite, résiste ou quitte la Turquie parce qu'ils considèrent que l'environnement socio-culturel n'est plus vivable. Et pour terminer, je dirais, le plus significatif, c'est que les exilés des années 70, des années 80, étaient essentiellement des hommes, des activistes politiques, qui étaient engagés politiquement dans des organisations d'extrême gauche, de syndicalistes. Les exilés d'aujourd'hui, qui ne sont pas forcément des réfugiés politiques, des exilés sont des gens qui sont pas majorité, mais presque à la moitié, ce sont des femmes. Les femmes quittent aussi la Turquie, d'abord parce que les femmes ont acquis beaucoup plus de positions professionnelles. Les universitaires, des femmes universitaires qui ont été chassées de l'université pour leurs raisons, pour leur position de soutien au mouvement kurde, par exemple, pour une signature, comme signataire d'une pétition en appelant la paix en Turquie, ont été chassés des universités. 1 milliard à peu près ont été chassés des universités. La plupart ont quitté la Turquie. Ils ont trouvé des emplois, pas tous, des emplois dans les centres de recherche, dans les universités. Il y a eu des programmes d'accueil, comme en France, le programme PAUSE, qui accueille des universitaires pour chasser. Et puis des médecins. Pourquoi les médecins ? Parce que les conditions de travail se dégradent, parce que les médecins qui ne sont pas proches de pouvoir sont désignés au niveau, et c'est surtout dans les localités de province, sont désignés comme des opposants à Tayyip Erdogan, comme des mécréants, etc. Donc la vie courante devient de plus en plus difficile. Et surtout, l'argument que j'ai beaucoup entendu depuis ces quelques années, les gens quittent leurs emplois, ils gagnent correctement en tant que médecins et ingénieurs, parce qu'ils considèrent que leurs enfants ne doivent pas être scolarisés dans ces écoles publiques où de plus en plus des cours d'instruction religieuse de différents types sont introduites d'une manière soit optionnelle, soit obligatoire, ou optionnelle obligatoire, ce qui est souvent le cas. Et donc l'argument c'est nous ne voulons pas que nos enfants soient grandis dans ce climat, dans cette guerre culturelle que la majorité islamo-nationaliste nous impose. Donc ça c'est les raisons de départ. Mais en même temps, comme ce sont des gens qui sont partis sans être pourchassés juridiquement, politiquement, ce sont des gens en même temps qui gardent un contact avec la Turquie. Et ils retournent pour les vacances, ils continuent à avoir des activités professionnelles à distance pour les ingénieurs, etc. Mais ils ne font pas un activisme politique dans le diaspora. Parce qu'ils ont leur souci principal, c'est de réaliser le plus rapidement leur intégration professionnelle dans le pays d'accueil et surtout, ils n'ont plus le projet de rentrer en Turquie. Ils n'ont plus le projet de rentrer en Turquie, c'est la différence fondamentale. Évidemment, il y a des journalistes qui sont exilés. Évidemment, il y a des universitaires qui sont exilés. Et eux continuent, les journalistes particulièrement, continuent à faire un travail d'information. De plus en plus de journalistes animent des chaînes de télévision par YouTube particulièrement et qui essayent et qui sont parfois en relation avec BBC qui fait une émission très importante en langue turque, Deutsche Welle qui fait une émission en langue turque. La France a abandonné les émissions en langue turque il y a 20 ans. Maintenant, ils n'arrivent pas à redémarrer, mais il y aurait eu matière là-dessus. Et donc, ces émissions sont suivies en Turquie. Des journalistes turcs et kurdes font aussi des émissions depuis l'Allemagne vers la Turquie. Alors vous allez me dire, mais dans un régime autoritaire, comment ils peuvent accéder ? C'est comme en Chine, on ne peut pas accéder, en Russie, on ne peut pas accéder.
Ben, vous savez, dans les régimes autoritaires, les populations d'opposition sont aussi munies par les moyens électroniques, et c'est le fameux VPN qui fait que tout le monde est équipé de VPN, donc tout le monde détourne la censure de tout le monde, ceux qui veulent détourner la censure en question. Et donc, du coup, il y a une information importante qui est alimentée. Et puis, il y a aussi un travail de lobbying auprès des autorités locales, des autorités européennes, pour venir en soutien aux prisonniers politiques, pour faire pression sur les gouvernements européens. Cette pression ne marche pas du tout, je dirais, pour le moment, ne donne pas de résultat, mais faire pression sur les autorités européennes pour qu'ils puissent avoir une relation plus distancée ou peut-être faire des pressions sur Tayyip Erdogan et son équipe afin qu'ils puissent retrouver le chemin de rétablissement de l'état de droit. Alors, tout ceci font qu'aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, pour 2023, 1450 environ médecins turcs ont demandé à l'Ordre des médecins de Turquie le papier nécessaire pour exercer à l'étranger. Ça, c'est simplement pour les 2023. Il y a 48 000 personnes qui ont demandé le statut de réfugié politique l'année dernière dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Parmi ces demandes, 20 à 25% sont acceptés en moyenne. Et le reste sont des gens qui restent, ils ne rentrent pas. Hein. Quand leur demande de réfugié politique est refusée, ils ne rentrent pas, ils restent, ils constituent cette diaspora qui cherche à s'installer, à se régulariser, etc. Mais finalement, il y a aussi une diaspora pro-Erdogan en Europe. Il y a une diaspora anti-Erdogan, sûrement, mais il y a aussi une diaspora pro-Erdogan. En termes de nombre, ils sont majoritaires. Ce sont tous les travailleurs immigrés qui sont venus pendant les années 60-70, qui ont gardé un lien très étroit avec leur village d'origine, leur ville d'origine. Et comme vous savez, la plupart du temps, le nationalisme diasporique est beaucoup plus exacerbé que le nationalisme dans le pays d'origine. Ils sont dans la hantise de perdre leur identité nationale religieuse et par conséquent, ils s'accrochent encore plus à leur identité socio-religieuse. Et donc, du coup, Tayyip Erdogan joue là-dessus pour pouvoir capter leur relation. C'est pourquoi, en Europe, quand il y a les élections pour les élections présidentielles en Turquie, 60% à peu près des électeurs ressortissants de la Turquie en Europe ont voté pour Tayyip Erdogan. 40% ont voté pour l'opposition. Vous allez me dire, ce n'est pas énorme la différence, mais quand même, 60%. Ces deux sociétés, très schématiquement, très caricaturalement, j'appellerais le diaspora turc pro-Erdogan et la diaspora turque anti-Erdogan, sont totalement clivés. Il n'y a aucun rapport entre eux. Peut-être ils se rencontrent parfois dans les épiceries turques, mais encore parce que les épiceries turques qui vendent de l'alcool et les épiceries turques qui ne vendent pas l'alcool séparent aussi ces diasporas. C'est deux mondes totalement opposés qui n'est pas en contact, ni dans les associations, ni dans les centres culturels, ni non plus dans leur choix politique. Cette situation crée aussi des tensions dans certains cas, mais ces tensions sont canalisées essentiellement vers des combats politiques de reconnaissance, par exemple pour les Alevis, pour les Kurdes. Pour les Turcs, c'est beaucoup plus un combat socioculturel, mais je pense qu'il y aura, dans les 20-30 années à venir, nous serons un peu comme les Grecs
des années 50 et des années 60. Vous savez qu'en Grèce, il y a eu la guerre civile, il y a eu le coup d'État des colonels, il y a eu énormément d'exil de la Grèce vers l'étranger, et du coup, il y a eu énormément d'intellectuels, de professions relativement intellectuelles, ingénieurs, enseignants, chercheurs, musiciens, artistes, etc., d'origine grecque qui sont disséminés dans l'Europe et les États-Unis. Et je pense que dans les 20-30 années à venir, nous aurons aussi une large, très large diaspora intellectuelle, artistes, etc., disséminés, et peut-être vont avoir beaucoup une influence beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Merci Ahmed. Alors, beau succès. Donc avant de vous laisser la parole pour des questions, je vais quand même faire un dernier tour de table avec une question. Alors j'ai raté l'intervention de Tatiana. Est-ce que, alors peut-être que tu en as parlé, mais sur la question de la peur, est-ce que les exilés politiques qui vivent en Occident, réfugiés, est-ce qu'ils ont peur? Alors, parce qu'à l'époque soviétique, il y avait eu des opposants qui ont été tués ou même enlevés en Occident. Pour les Kurdes, pour parler pour la Russie toujours, il y a eu un certain nombre alors d'espions accusés d'avoir trahi ou autres qui ont été empoisonnés de façon atroce avec du polonium ou d'autres produits toxiques. Pour les Kurdes, il y avait eu l'attaque à l'Institut kurde, enfin de 3 piliers de l'Institut kurde, il y a, je crois que c'était en 2016, qui avait été tué à Paris par ce qui à la fin avéré être un homme influencé par les services secrets turcs. Pour les Turcs, je ne sais pas si la peur se pose, mais en plus, il y a cette chose très bizarre, est-ce que les gens ont peur pour eux, et aussi est-ce qu'ils ont peur pour leurs proches? Par exemple, Ahmet, qui sont restés en Turquie, qui sont restés au Kurdistan, qui sont restés en Russie. Voilà, donc je voudrais que, dans le même ordre, on commence par Tatiana, vous évoquiez la question. Merci Marc, c'est une question qui est très chargée émotionnellement pour moi aussi. La plupart des gens de la diaspora, je pense qu'ils n'ont pas peur directement. Ils pensent qu'à l'étranger, ils sont beaucoup plus en sécurité, etc. Ceux qui sont très actifs, qui sont un peu les leaders de cette diaspora à l'étranger, c'est une autre paire de manches. Là, bien évidemment, et d'ailleurs, la France, et je pense que c'est le cas de plusieurs autres pays européens, met à disposition de certaines personnes une protection rapprochée, des gardes du corps, qui les protègent jour et nuit. C'est par exemple le cas de Marina Ovsiannikova, qui vit en France désormais, qui a obtenu l'asile politique. C'est la journaliste à la pancarte Non à la guerre, à la première chaîne de télévision russe, en mars 2022, si vous vous souvenez. Un avocat et un blogueur très connu qui a à peu près 2 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, Marc Figuin, vit sous protection. Le fondateur du site Goulag.net, non au Goulag, et qui avait dévoilé un fond vidéo qui prouve les tortures dans le système pénitentiaire russe, vivent protégés. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. L'année dernière, il y a eu une réunion de la diaspora active de l'opposition politique russe à Berlin, et il semblerait que 3 participantes, 3 femmes, auraient été empoisonnées. Donc j'ai pu observer lors d'une autre réunion, cette fois-ci à Paris, que plusieurs personnes n'ont pas touché au buffet de peur d'être empoisonnées, etc. Donc la peur, il est là. Il y a aussi la peur pour les proches qui restent dans le pays, parce que s'il y en a, c'est toujours le moyen de faire pression. Donc beaucoup ont essayé de partir en amenant leur famille pour couper court, en fait, à cette possibilité de faire pression. Mais le problème aussi se pose, surtout si on rentre dans le pays, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de lois répressives. Les lois sur les fake news qui obligent à ne se baser que sur les sources officielles russes quand on parle de ce qu'on appelle l'opération militaire spéciale. Et donc la question évidemment se pose pour beaucoup de personnes qui se sont exprimées dans l'espace public, qu'est-ce qui va se passer s'ils rentrent en Russie? Est-ce qu'ils pourront en ressortir? Et on a quand même vu des peines de prison vraiment
très strictes, ce n'est pas des répressions massives en Russie, des répressions très ciblées, mais ce sont des répressions qui sont très fortes et envoient des messages pour faire peur aux autres membres de tel ou tel groupe, de telle ou telle profession. Alors, je dirais qu'il faut distinguer sans doute 3 niveaux. D'abord, la stigmatisation. Et il faudrait voir la crise entre la Turquie et la Suède. Personne n'aurait pu imaginer que l'histoire de la Suède allait être déterminée par la question kurde. C'est quoi la question? Les terroristes. Donc, Erdogan veut que la Suède extrade les terroristes ou les arrête. Donc, en gros, que la Suède suspend sa démocratie. Et donc, au cœur de cela, il y a la question kurde, bien entendu. Et donc, il y a effectivement la diaspora, c'est ce lieu de dire je refuse l'identité qui m'est imposée. Je suis capable de lire mon propre histoire. Ma propre histoire n'est pas l'histoire du terrorisme, c'est l'histoire de la répression ou de la résistance. Et en me saisissant de ma propre histoire, je me projette dans l'avenir autrement que le pouvoir le souhaite. J'invente un contre-calendrier. J'invente des fêtes qui sont des fêtes kurdes, qui ne sont pas des fêtes turques. J'invente des symboles, une imaginaire cartographique. Voilà, je trace les frontières du Kurdistan. Donc tout ceci est très très central. Et de ce point de vue-là, il y a ce refus de stigmatisation. Il y a un deuxième niveau, la colère. Donc effectivement, pourquoi les démocraties ne réagissent pas par rapport dans un pays comme la Turquie? Pourquoi effectivement on fait tant de concessions à Erdogan alors qu'il collabore avec les islamistes de l'État islamique, alors qu'il a envahi le Kurdistan syrien? Pourquoi l'OTAN continue à armer un pays comme la Turquie? Mais on peut se poser aussi la question par rapport à la Russie. Comment ça se fait qu'on était tellement aveugle par rapport à la Russie alors que Poutine ne cachait absolument pas ses ambitions ni ses projets? Donc, cette question de la colère. Et puis, le troisième niveau qui est lié à ces deux premiers niveaux, c'est la peur, bien entendu. Parce qu'il y a eu des meurtres. Donc, les deux chefs kurdes d'Iran, Abdurrahman Qasımlı, a été assassiné en 1989 et son successeur Sharaf Kandeh en 1992. Et dans le deuxième cas, il y a eu une poursuite judiciaire. Dans le premier cas, non. Et on sait que pas mal de pays européens, mais l'Amérique aussi, négocient avec l'Iran l'échange des otages. Donc du coup, on laisse passer les meurtriers iraniens pour pouvoir libérer les innocents européens ou américains. Il y a eu un attentat irakien en Suisse contre un grand intellectuel kurde qui s'appelait Ismet Cherif Vanlı. Tu as mentionné, Marc, il y a une dizaine d'années, dans le centre culturel kurde de Paris, il y a eu ce triple assassinat et Laure Marchand a écrit un remarquable ouvrage qui s'appelle Le triple assassinat précisément, commis par un agent des services secrets turcs. De quelle branche, on ne sait pas, de quel canal, comme diraient les Corses, on ne le sait pas. Mais bon, il y a eu cet assassinat. Il y a eu l'assassinat de 3 Kurdes il y a un an dans la rue de Engen. Donc il y a effectivement des cas de meurtre. Il y a des cas, notamment de la part de l'Iran, de pression contre les proches qui sont restés dans le pays. Mais là, c'est aussi valable pour les autres Iraniens. Hein. Donc voilà, n'oublions pas que l'Iran a quand même, le régime iranien a assassiné plus de 115 personnes à l'étranger. Et cette politique de peur par SMS auprès des proches est vraiment une politique très très généralisée. Donc il y a vraiment le mélange de ces trois, mais je dirais qu'effectivement ces trois registres, donc la stigmatisation et le refus de la stigmatisation, la colère et la peur, qui sont articulés, qui peuvent se déployer différemment selon les moments. Merci Amit. Ahmed. Alors en ce qui concerne les Turcs, je dirais il y a 3 situations. Premièrement, il y a la situation des personnes qui sont réfugiés et qui sont entre guillemets, des têtes de Turcs de Tayyip Erdogan personnellement. Là j'ai un cas, c'est le journaliste Can Dündar qui est en Allemagne, dont Tayyip Erdogan a un dentier entier contre lui et qui le pourchasse. Et donc, comme il y a en plus en Allemagne des Turcs d'extrême droite qui sont mobilisés, manipulés par le gouvernement ou par les pouvoirs publics turcs,
il se sent tout le temps menacé et donc du coup il est sous protection de la police allemande, par exemple, Can Dündar, à Berlin même. Et il a peur surtout des Turcs de la diaspora, de l'extrême droite, des loups gris. Ça, c'est un cas relativement très limité. Peut-être on trouvera 2 ou 3 cas comme ça, mais pas plus. Deuxième cas, ce sont des membres de la communauté musulmane de la confrérie Gülen, qui étaient des alliés très étroits de Tayyip Erdogan dans les années 2010. Dans les basses œuvres, dans la police et dans la justice, ils ont travaillé ensemble, mais comme vous savez, les mafias, à un moment donné, deviennent rivales quand il faut partager le butin, et ils sont devenus rivaux, et c'est eux, en partie, qui ont organisé la tentative de coup d'État, et donc, du coup, Tayyip Erdogan est en train de les écrabouiller là où il peut, et il y a des enlèvements à l'étranger, des cadres gulenistes de la confrérie Gülen. Plusieurs cadres ont été enlevés en Roumanie, dans les pays d'Asie centrale, en Pakistan, en Bulgarie, etc. Et eux, ils sont vraiment dans la crainte. Et le troisième, ce sont des Turcs qui ne sont un peu comme moi, qui n'ont pas tellement la crainte et qu'il n'y a pas dans la tradition de la bureaucratie répressive turque de réprimer particulièrement les gens à l'étranger ou de pourchasser les proches qui sont restés en Turquie. Ça, c'est la tradition un peu impériale où la personne est personnellement poursuivie, mais ses proches continuent à travailler, à être fonctionnaires, à toucher leur retraite, etc. Je dirais même, il y a pas mal de personnes qui sont pourchassées en Turquie et qui sont à l'étranger et qui continuent à percevoir leur retraite sur leur compte bancaire en Turquie. Donc, c'est toute l'ambivalence de la bureaucratie turque qui considère à la fois ces Turcs exilés comme des personnes traîtres, mais les proches de ces personnes ne sont pas considérés comme des traîtres par contamination, exactement comme dans le cas des totalitarismes nazis ou staliniens. Merci Ahmed. Alors maintenant, c'est à vous la parole pour des questions. Alors je sais que les premières questions sont toujours les plus difficiles, mais il faut que quelqu'un se sacrifie pour briser la glace. Allez, voilà, une main s'est levée. Merci, bravo, ça va en entraîner d'autres. Alors présentez-vous en même temps que vous posez la question. Donc, bonjour, Lancelot Garnier, lycéen au lycée François 1er du Havre. Les compétitions sportives sont un enjeu du soft power. Alors comme vous l'avez dit, Madame Kasoueva, il y a évidemment des Russes qui sont contre la guerre. Mais faut-il les interdire, les priver de représenter leur pays, par exemple au JO 2024 Voilà, donc je vous pose la question. Vaste question. Et belle question. Belle question. Tatiana. Merci beaucoup. En dépit du fait qu'on dit toujours le sport doit être en dehors de la politique, etc., de fait, ce n'est pas le cas. Et on l'a toujours vu à travers l'histoire avec le boycott des JO, par exemple, notamment ceux qui ont eu lieu à Moscou en 1980. Donc ce n'est pas la première fois que ce type de sanction est aussi utilisé. La question est à double tranchant. Elle est vraiment très, très difficile. En vérité, ce type de décision frappe beaucoup les esprits en Russie et joue, dans une certaine mesure, dans le sens de Poutine, qui peut montrer, voilà, regardez, les Occidentaux ont fait tout pour... Ils disent que ce n'est pas contre les Russes simples, mais en vérité, ce n'est pas le cas, voici la preuve. Et tout type de ce type de décision peut être vraiment toujours détourné par les régimes de type Poutine pour les utiliser en leur faveur, pour montrer qu'ils ont raison de s'opposer à l'Occident et que l'Occident nous livre la guerre, entre guillemets. C'est ça le message que véhicule Poutine. Ensuite, je pense qu'il y a quand même des subterfuges, des solutions qui sont proposées aux sportifs russes de participer quand même aux compétitions, mais sous un drapeau neutre, sous les formes différentes, etc.
Il ne m'appartient pas de trancher ou de conseiller aux différentes associations sportives et culturelles ce qu'il faut faire. Il y a eu beaucoup de décisions, moi je trouvais malheureuses, après la déclaration de la guerre. Il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises non pas par les gouvernements, non pas dans le cadre des sanctions officielles, mais par toutes sortes des associations simples qui, dans leur envie de soutenir l'Ukraine, ont coupé tous les ponts avec la Russie. Matière culturelle, artistique, etc., éducatif, académique, scientifique. Et ça, c'est extrêmement dommage. Donc il y a très peu de choses qui restent aujourd'hui qui lient les deux sociétés. Et ça, malheureusement, plus le temps dure, plus cette situation est dure, avec les échanges qui se sont effilochés en 1 an et demi avec une vitesse incroyable, je pense que c'est un très mauvais héritage que ces années vont laisser pour la suite, même si, encore une fois, ces décisions sont tout à fait compréhensibles et relèvent souvent des associations, des décisions de leurs membres et non pas imposées par les gouvernements. Ahmed, tu voulais dire un mot sur... Oui, cette question est une question qui est vraiment lancinante et très importante et très courante, parce que ce n'est pas simplement le sport, il y a aussi les activités culturelles, les activités universitaires, académiques. Est-ce que les boycotts des pays répressifs permet, dans ces matières-là, est-ce que ces pays, les boycotts de ce type permet à ces pays, l'opposition de ces pays, de pouvoir être plus fort, ou est-ce que c'est le pouvoir qui utilise ces boycotts comme une justification encore plus? C'est très difficile à trancher. Pendant des décennies, nous avons des débats au sujet de l'Israël, à ce sujet-là, sur la Palestine, et il y a 2 camps qui ont des raisons justifiées. Moi, par contre, je vais vous donner un autre exemple. Actuellement, il y a une équipe féminine nationale de volleyball de la Turquie qui fait des super résultats. Ils ont obtenu le championnat européen il y a quelques mois, sont en train de préparer les Jeux olympiques en France. Elles sont en train de gagner coup sur coup les cinq. Elles sont fantastiques. Et dans les milieux conservateurs, y compris Tayyip Erdogan, est très mécontent parce que ces jeunes filles, évidemment, ne se présentent pas conformément aux règles islamiques, avec des shorts, avec des t-shirts relativement décolletés, etc. Il y a une femme de cette équipe qui est capitaine de l'équipe. Elle a déclaré son homosexualité, ce qui a devenu encore plus agressif. Et il y a une campagne en Turquie. Là, maintenant, je retourne la situation. Il y a une campagne en Turquie des milieux conservateurs pour que l'équipe nationale soit dénationalisée, que ces femmes soient déconsidérées et qu'elles soient licenciées. Et il y a du coup, en contrepartie, toute une mobilisation pour les soutenir. Et donc, du coup, les matchs de volley de cette équipe turque contre la France, contre l'Autriche ou contre n'importe quel pays étranger, il y a une division interne en Turquie entre ceux qui soutiennent leur équipe et ces équipes considèrent. Donc, du coup, évidemment, par exemple, si la Turquie est un pays autocratique, est-ce qu'il faudrait que ces équipes de volley doivent être exclues donc, il faut voir chaque fois la situation particulière. Il faut aussi, évidemment, ne pas tomber, je crois, dans la naïveté ou les autocraties, comme autrefois Hitler avait utilisé en 1936, a essayé d'utiliser en 1936, ou Staline avait utilisé dans d'autres moments. Il ne faut pas non plus que les autocrates puissent utiliser les compétitions sportives pour justifier la puissance de leur pouvoir. Donc, du coup, là, je dirais, c'est cas par cas. Il n'y a pas de règle générale. Oui, ça dépend aussi d'ailleurs de la position publique, compris certains athlètes, certains musiciens, certains cinéastes, etc. Alors, une autre question, maintenant que quelqu'un a brisé la glace, madame. Bonjour, Nathalie Métivier.
Une question pour Madame. Dans quelle mesure peut-on dire que la résistance d'Alexis Navalny soit plus efficace du fait qu'il soit retourné en Russie? C'est la question qu'on se pose tous. Merci beaucoup. Oui, Alexei Navalny, je pense qu'il savait, il pouvait deviner le sort qu'il attendait. Néanmoins, il a fait le choix de revenir. Et je pense que l'idée qui était derrière, c'est justement, j'avais souligné le problème de légitimité, c'est de rester légitime, de rester dans le pays. Et je n'irai pas jusqu'à affirmer qu'il rêve un jour de devenir Nelson Mandela russe et devenir président à la sortie de prison. Son pari très très risqué. J'avais regardé les chiffres de sondage. Alexei Navalny, en février 2022, il y avait 14% des Russes interrogés qui disaient qu'ils ne savaient pas qui c'était. Février 2023, un an plus tard, ils sont 24% à dire qu'ils ne connaissent plus Alexei Navalny. Donc c'est un pari qui est très risqué. Son taux de popularité, malheureusement, n'est pas très élevé dans le pays. Il est fort probable qu'après le changement de régime, ce sont d'autres personnes, et probablement issues des élites actuelles russes, mais peut-être un profil plus technocrate, qui viendront au pouvoir. Donc je ne ferai pas de pari sur son avenir politique, mais je soulignerai, j'insisterai sur son courage absolument extraordinaire, ainsi que celui de ses compagnons, comme Vladimir Kara-Murza, qui a fait la même chose. Il est retourné en Russie en sachant qu'il allait être emprisonné. Il y a Yashin, n'a pas quitté le pays, et il y en a d'autres qui restent des figures emblématiques et qui réunissent les soutiens et les supports, y compris de ceux qui sont à l'étranger, à l'intérieur du pays. Ça reste pour certaines personnes des figures, des proues, des emblèmes qui peuvent mobiliser sur certains sujets. Par exemple, dans quelques mois en Russie, au mois de mars, il y aura des élections présidentielles et les oppositions commencent à réfléchir aux différentes stratégies. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces élections ? Non pas pour gagner, mais ne serait-ce que gâcher la fête, comme on dit en russe, au président Poutine, qui sinon se ferait élire un peu trop facilement. Eh bien, Alexei Navalny, depuis la prison, reste très actif et continue à réfléchir et à proposer la stratégie de ce qu'on peut faire. Il y en a qui appellent à boycotter, il y en a qui appellent à gâcher, à abîmer les bulletins de vote. Alexei Navalny avait proposé il y a quelques années pour les élections de 2018 le vote intelligent, le vote de tout candidat, pour tout candidat plausible, autre que celui du parti au pouvoir. Je pense que c'est cette stratégie-là qu'il va essayer de mettre en avant pour gâcher la fête de Vladimir Poutine le 17 mars 2024. À ce sujet, est-ce qu'on peut présenter, par exemple, comme candidat Navalny ? Parce qu'en Turquie, par exemple, on peut présenter comme candidat, comme député, voire peut-être même... La condamnation. Voilà, tant que la condamnation n'est pas définitive. Est-ce que dans l'absolu, on pourrait imaginer qu'on prenne Navalny comme drapeau en disant il est notre candidat ? Dans l'état actuel des choses, non. Il faut pour cela qu'il y a eu, je ne sais pas par quelle manière juridique, le blanchiment de le casier judiciaire vierge. Oui, dans l'état actuel, il ne pourra pas. Oui. Oui, il a été d'accord. Bien sûr. Oui. Il purge sa peine, et d'ailleurs, c'est peut-être pas la dernière peine, parce qu'elle ne se fait que se rallonger pour les différents actes, etc. Donc, ça me semble très peu plausible. Alors, une autre question. Là, non, il y en a de plus en plus. on a encore le temps. Hein voilà, allez-y. Je m'appelle Mathis Paco-Grivel, je suis élève au lycée Claude Monet au Havre. C'est une question pour Monsieur Ahmet au sujet de la laïcité en Turquie. Sous Atatürk, on avait vu que la laïcité faisait des pas en avant en Turquie, avec par exemple des femmes qui devaient retirer leur voile avant de rentrer dans des lieux d'éducation. Est-ce que selon vous, sous Erdogan, on voit un recul de la laïcité, ou est-ce qu'on en verra un, ou est-ce que la laïcité est plutôt bien installée en Turquie de nos jours ? Merci. Alors, on va prendre peut-être plusieurs questions à la fois. Il y avait une autre question. Voilà, Bonjour, je m'appelle Brian, je suis au lycée Thomas Hélier à Cherbourg, et c'est une question par rapport à vous, monsieur Bozar-Slan, sur les Kurdes. Vous aviez évoqué le cas des Kurdes musulmans en Suède, et je voulais vous demander, eux qui ont une position politique désormais, que se passe-t-il pour eux désormais que la Suède a, par exemple,
montrer une certaine islamophobie, pardon, avec notamment l'autodafé de Coran. Bon, on commence par la laïcité. D'abord, quand on parle de la laïcité en Turquie qui a été progressivement installée à partir de 1924, on ne parle pas de la laïcité comme en France. La laïcité qui a été mise en place par Mustafa Kemal à partir de 1924, quand il a aboli le califat. D'abord, il y a eu l'abolition du califat. C'est comme si les Italiens abolissaient la papauté, grosso modo. Ça, c'est le moment le plus fort. Hein. Et puis après, plusieurs réformes. Et puis la suppression en 1928 de la constitution de la Turquie, la référence à la religion à une religion d'État. C'est un des rares pays musulmans où il n'y a pas de référence à une religion de l'État depuis. Et puis, inscription en 1937 dans la Constitution, le principe de la laïcité. Mais ce principe de la laïcité, d'ailleurs, qui est traduit directement, le mot est traduit directement du français, n'est pas la laïcité à la française. Ce n'est pas la séparation de l'Église ou de la mosquée et de l'État. C'est la nationalisation de la mosquée par l'État. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que Tayyip Erdogan a créé une direction des affaires religieuses et il a fermé tous les couvents, toutes les confréries, etc. et a créé une fonction publique d'imams et de prédicateurs. Donc les imams et prédicateurs, depuis 1924, en Turquie, sont des fonctionnaires. Sont un peu le système en Alsace-Lorraine. D'accord? Le concordat. Et ça, c'est pour contrôler la religion par l'État afin de créer une religion nationale, apurée de ses influences arabo-iraniennes. D'accord? Créer une religion musulmane, religion islamique, nationale, étatique, turquifiée, etc. C'était aussi le rêve de la plupart des Jacobins au début du XIXe siècle. C'était le rêve de Bonaparte, particulièrement. Alors, en ce qui concerne cette pratique, évidemment, cette laïcité est autoritaire. C'est une laïcité qui va prôner une série d'interdictions que les musulmans les plus pratiquants vont considérer comme ingérence dans leurs pratiques cultuelles. Et il va y avoir une réaction dès qu'il y aura la possibilité de démocratiser, libérer, le sortir du parti unique. Tant qu'il y a le parti unique, ça a marché. Mais dès que le système multipartite est arrivé, les tendances conservatrices, les tendances de droite ont repris le flambeau d'une libéralisation de cette pratique de laïcité militante et c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui où cette fois-ci, et ça c'est, je dirais, la ruse de l'histoire, à partir du moment où il y a un gouvernement conservateur musulman, évidemment, c'est une fantastique armée d'imams et prédicateurs fonctionnaires qui disposent, et donc du coup, il l'utilise à son escient. Et l'enjeu aujourd'hui en Turquie, c'est que le gouvernement de Tayyip Erdogan a une politique de guerre culturelle, et pour mener cette guerre culturelle, pour créer une jeunesse pieuse, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, il dispose des moyens publics laissés par la laïcité kémaliste. Donc, c'est toute l'ambivalence de la laïcité à la turque, et nous, les socialistes en Turquie, depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, nous demandons l'abolition de la direction des affaires religieuses, nous demandons la défonctionnalisation des imams et prédicateurs pour qu'il y ait une vraie séparation entre l'État et la religion et pour que le pouvoir public ne dispose pas d'une armée d'imams et prédicateurs. Mais je crois que la bataille est perdue maintenant, c'est dans l'autre sens.
Alors, en ce qui concerne le voile, il y a eu aussi des excès du côté de laïcité militante. Jusqu'en jusqu'en 2009, les laïcs atatürkistes ont interdit l'accès, non pas à l'enseignement secondaire, mais à l'université, et c'est ça qui a aggravé les choses, l'accès avec voile, avec un fichu, des femmes à l'université. Alors qu'à partir de 18 ans, a priori, ce sont des personnes majeures et donc l'université est autonome. Et cet excès de laïcité, que nous appelons laïciste, a créé aussi un excès de réaction que Tayyip Erdogan use et abuse encore aujourd'hui. Oui, je vais essayer d'être assez rapide. Je dis toujours, je ne vais pas toucher aux questions de la religion, ça ne m'intéresse pas. Et finalement, on est obligé d'y revenir. Je pense qu'effectivement, c'est quand même important de savoir pourquoi, après toute cette question, nous tient tellement à cœur, alors que le monde est à feu et à sang. Il y a la question de la misère économique, des inégalités économiques, des milliers de gens meurent en traversant la Méditerranée, non pas parce qu'ils sont musulmans ou chrétiens. Et donc nous, malgré tout, on est quand même très focalisé sur la question religieuse. Il faudrait quand même qu'on se pose aussi à un moment donné la question de pourquoi cette obsession, pourquoi pas la question de classe, pourquoi pas la question de l'internationalisme, pourquoi pas la question de l'égalité de genre, pourquoi effectivement on revient quand même malgré tout à cela. Alors pour répondre à votre question, je dirais que il y a deux configurations dans lesquelles on part qui pourraient mobiliser le rapport à la religion. Les Huguenots, par exemple, les protestants français, on les estime à quelques 300 000 qui ont quitté la France après la révocation de l'édit de Nantes. Cela a fait quand même le bonheur de l'Allemagne. L'un des théoriciens de nationalisme ethniciste allemand s'appelle Lafargue, quand même. Donc, cela fait le bonheur de la Grande-Bretagne, cela fait le bonheur aussi des Pays-Bas, cela a appauvri la France. Vous avez d'autres communautés qui partent parce que ce sont des communautés religieusement opprimées. Du monde musulman, il y a des Alevis qui partent parce qu'il y a eu des pogroms alevis. Il y a la communauté yézidi, kurdophone, qui est sortie de l'islam, qui n'a plus rien à voir avec l'islam, mais qui est une communauté martyrisée, notamment par l'État islamique, qui part parce qu'ils sont opprimés en tant que yézidis. Il y a une troisième communauté, les chrétiens d'Orient, qui sont martyrisés sur place et qui quittent les terres de l'islam parce que sur ces terres d'islam, il y a la répression. Il y en a d'autres qui partent, non pas parce qu'ils sont musulmans ou chrétiens, mais il se trouve qu'ils partent en tant que aussi musulmans. Les Kurdes qui sont en Suède ne sont pas partis parce qu'ils sont des musulmans. Ne sont pas partis parce qu'ils étaient opprimés en tant que musulmans. Ils sont partis parce qu'ils étaient des Kurdes. C'était pour cette raison qu'ils étaient réprimés. Et une fois qu'ils sont en Suède, le Coran brûle. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Beaucoup d'entre eux sont indignés en disant « ce n'est pas du tout notre livre, on s'en fiche de l'islam ou du christianisme, nous on vient d'une tradition très différente, on est dans une perspective très différente, mais on ne souhaite pas que les symboles religieux soient insultés, cela peut créer une sorte d'humiliation. » Mais ce n'est pas leur souci principal. Et quand vous regardez la Suède et cet incendie de Coran, j'ai regardé quelques images, il y a 4 ou 5 personnes qui sont totalement frappadingues, dont l'un qui visiblement a été quand même en rapport avec une armée chrétienne pro-iranienne en Irak, qui sont entourés de 20 policiers, qui sont entourés de 40 journalistes. Le phénomène, en tant que tel, n'a aucune signification. Mais vous l'amplifiez et cela prend une signification absolument considérable. Est-ce qu'on va supprimer la démocratie suédoise qui ne criminalise pas le blasphème parce qu'il y a 3 personnes qui brûlent le Coran? Eh bien, dans ce cas-là, pourquoi on n'introduirait pas aussi la peine de mort? Pourquoi on n'interdirait pas l'homosexualité? Après tout, beaucoup de Kurdes se battent contre l'homophobie. L'islamophobie, pour eux, n'est pas un problème important. Contre l'homophobie, oui. Est-ce qu'on va supprimer tout ceci et on va transformer le royaume de Suède en une sorte
même pas l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite s'ouvre en une sorte de théocratie ou une dictature. Voilà, l'enjeu est là. Et beaucoup de Kurdes disent non, on ne va pas marcher dans cela. On n'accepte pas que le Coran soit brûlé, mais c'est franchement pas du tout notre souci majeur. Voilà. Merci. Alors, il est 6 heures, normalement on arrête, mais encore peut-être une question, s'il y a quelqu'un, un ultime regret? Non? Voilà, eh bien merci. Et merci à nos invités.